Avant de commencer sur cette vidéo, sur la prédation, je fais juste un petit retour par rapport à la vidéo que j'ai postée hier, où je propose mes services à vendre. J'avais bien conscience que j'allais réveiller des foudres, parce que c'est un sujet qui est tabou, et parce que oui, dans l'ère du capitalisme, l'argent est devenu la religion, est devenu une religion, le dieu argent, ok? Sauf que argent signifie l'art des gens. Et pour moi, vivre de son art, c'est l'aboutissement. Si vous ne vivez pas de votre art, du réel travail pour lequel vous êtes fait, ben vous faites quoi? Vous êtes esclave d'un boulot qui ne vous correspond pas, ou vous bénéficiez des aides sociales, donc vous êtes un assisté. Il n'y a pas beaucoup de choix possibles, en fait. Si vous vous épanouissez dans votre travail en tant que, je ne sais pas, ouvrier, fonctionnaire ou autre, et que ça vous correspond absolument et totalement, alors ok, c'est génial. Mais moi, créativement parlant, je ne m'épanouis pas quand je suis fonctionnaire d'une boîte. Je suis heurtée à des éléments qui sont contraires à ma sensibilité. Donc, je suis obligée de créer mon activité. C'est une nécessité en termes d'expansion et de réalisation. Ensuite, j'ai expliqué en étant transparente à quoi sert l'argent que je gagne. À répondre à mes besoins vitaux, parce que je ne mange pas plus que ce que j'ai besoin, à pouvoir payer des prestataires de services extérieurs comme des mécaniciens, des dentistes et autres, et ensuite l'excédent à être utilisé pour ensuite créer des projets collectifs de partage. Donc j'ai fait preuve de transparence et je fais preuve également d'audace en osant créer mon métier. Maintenant, il y en aura toujours qui seront là pour tenter de me faire passer ou de m'associer à une sorte d'enfant du diable parce que j'ose gagner mon argent. Et du coup, sous prétexte qu'il y a des personnes qui ont utilisé l'argent pour la destruction ou le profit personnel à outrance, sous prétexte que ça a été utilisé par ces élites décadentes pour amener du chaos, il faudrait ne pas utiliser l'argent, ne pas gagner d'argent. Mais il faut arrêter de confondre l'outil et le culte. C'est pas parce que tu utilises un couteau pour couper du pain que tu vas vouer un culte au couteau et aux armes blanches. Qu'il y en ait qui aient voué des cultes au couteau et aux armes blanches, en croyant qu'ils avaient trouvé le Graal, alors qu'ils avaient juste trouvé la mort. C'est leur problème. Moi, j'ai besoin d'utiliser un couteau si je veux que mon pain soit coupé proprement. Mais je peux aussi me passer de couteau et me dire, je le mange comme ça. Mais des fois, c'est plus pratique d'avoir un couteau. Donc, les outils doivent être considérés comme des outils, point final. Il n'y a pas à ériger de culte. Qu'on vienne me dire que je voue un culte au dieu de l'argent. C'est comme dire que je voue un culte au couteau parce que j'utilise un couteau pour couper du pain. Oh, sérieusement, là, il faut arrêter de tout mélanger. Et moi, je prends un risque. Déjà, je prends un risque en m'exposant publiquement, mais en plus de ça, je prends un second risque en créant mon propre travail, puisque je me sors de la masse. Toutes les personnes qui sont là à nier l'existence de la prédation, pour moi, se voilent la face. Et à faire croire ou à dire qu'on peut vivre sans argent dans ce monde, moi, j'ai pas envie d'aller vivre dans une communauté de marginaux coupés du monde, ou dans une secte, où d'ailleurs la prédation est encore une réalité dans les sectes et dans les communautés, où tout le monde pense pareil. Et j'ai pas envie de me couper du monde non plus, je veux vivre au sein de cette société. C'est pas pour défendre le système, comme certains peuvent le faire croire quand ils se disent « Allez, faisons la révolution, renversons le système ». Ils veulent changer à l'extérieur les choses. Moi, je sais que c'est pas comme ça que ça se passe, qu'il faut se changer soi à l'intérieur.
Et que pour se changer soi et pour faire cette révolution intérieure, il faut être bien dans cette matière. Il faut avoir une forme d'épanouissement. Donc, ceux qui rejettent l'argent, déjà, ça veut dire qu'ils rejettent une part de la réalité. Maintenant, en général, ceux qui disent « Oui, moi, je peux me passer, de toute façon, je suis totalement désintéressé, je ne suis pas intéressé par l'argent. » Je vais demander à toutes ces personnes « Est-ce que vous avez une carte bancaire? Est-ce que vous avez un compte en banque? Est-ce que vous achetez des choses ?» À partir de ce moment-là, vous participez à ce système. Si vous êtes complètement autonome en autarcie, alors c'est autre chose. Mais après, il faut aller voir si vous supportez votre marginalité. Parce que moi, je sais que la marginalité, ça n'amène pas que des bonnes choses. Ça amène aussi une forme d'orgueil. Je les ai observés, les marginaux, qui se croient au-dessus des autres. Ah, moi, je suis autonome en énergie. Et déjà, il y en a très peu qui arrivent à être autonomes à 100%, mais imaginons c'est le cas. Bien souvent, ils se coupent du monde parce que les autres, ne vivant pas comme eux, ils ne peuvent pas les comprendre. Et bien souvent, il y a une forme d'orgueil qui se détache. C'est-à-dire qui se dégagent plutôt. C'est-à-dire que, eux, ils ont tout compris. Et les autres, c'est des cons. Et moi, j'ai pas envie... moi, je suis pas différente de mon voisin, ou je suis pas différente du paysan du village. Parce que si on est tous les deux incarnés au même moment, c'est qu'on a tous les deux des choses à apprendre. Alors peut-être que j'ai compris que, oui, peut-être... par rapport aux chasseurs, j'ai compris que oui, c'était pas forcément nécessaire de tuer des animaux, donc j'ai un niveau de conscience peut-être légèrement plus élevé, mais c'est pas un niveau de... ça reste quand même très proche, quoi. Ce qui fait que la prédation, c'est un sujet qui est délicat, c'est que nous, on vit dans un monde qui est bizarre. Bizarre au sens bi. Deux. Il y a le règne du vivant. Animal, végétal, minéral. Ok? Puis il y a le règne humain. Précision parce que là je commence par un truc qui n'a absolument pas de sens. Je dis il y a le règne vivant et le règne humain. Le règne humain est aussi partie intégrante du règne vivant. Donc c'était un peu absurde de dire ça comme ça. Mais c'est simplement pour montrer ce que je vais montrer juste après, que le règne humain est régi par des forces différentes de celles du règne vivant. Et c'est pas le même règne. C'est-à-dire que ces deux règnes ne sont pas régis par les mêmes forces. Dans le règne du vivant, la prédation, comme par exemple le fait que le loup mange le chevreuil, c'est de la prédation, mais ça... c'est régi par un règne qui est en constante harmonisation. C'est-à-dire que s'il y a un loup, quelque part, c'est parce qu'il y a du gibier. Et le loup, il vient réguler le gibier. Quand les chasseurs, ils disent « nous, on régule le gibier », le chasseur, il régule que dalle, parce que le chasseur, c'est un homme, et l'homme n'est pas régi par le même règne. Il est régi par un règne qui n'est pas dans l'harmonisation, qui tend plus vers la destruction. Pourquoi? Parce que, comme l'expliquent les traditions, et même comme en parle Bernard, nous avons été régis par des forces involutives. Et là, nous arrivons à la fin du règne des forces involutives, à la fin de ce que les traditions hindouistes appellent le Kali Yuga. Nous sommes à la fin et nous sommes au tout début, au tout démarrage de l'ère évolutive, mais qui va prendre des années avant de pouvoir arriver à quelque chose d'harmonieux. C'est pas genre là en disant « ouais, c'est bon, on est dans l'harmonie, il n'y a plus de prédation ». Ça va prendre beaucoup de temps. Et on est en transition. Donc on est en rééquilibrage, en réajustement. Je vous fais juste une toute petite parenthèse pour une référence cinématographique. Le film de Éric Judor, Problemos. Super film, super intéressant. Parce que justement, donc c'est un citadin qui débarque dans une ZAD. Et il y a des hippies, entre guillemets. Donc la chef des hippies, c'est Blanche Gardin. Et c'est l'archétype de la hippie qui se croit en fait
enfin en harmonie avec la nature, dans un respect parfait. Et en fait, on va voir au cours du film, alors je sais que je ne veux pas vous faire un, comment on appelle ça, un spoiler, mais je campe juste le décor. C'est qu'en fait, ceux qui se présentent comme soi-disant en harmonie, ben en fait, ils sont complètement inspirés dans une pensée globale, dans un conditionnement de pensée, et ils empêchent toute initiative créative individuelle, parce qu'il y en a un justement qui va sortir de la masse, qui va sortir du groupe pour construire quelque chose d'intéressant et tout, mais ils vont pas le supporter, ils vont vouloir le détruire. Et dans le fait de se voiler la face vis-à-vis de la prédation, ben en fait, ils nourrissent tellement de frustration en eux-mêmes qu'au final, ils deviennent, à la fin, bip. Ouais, du coup, j'ai bipé parce que bah, du coup, j'ai quand même spoilé, donc je vous dis pas la fin. Et Eric Judor, c'est le mec normal, c'est-à-dire le mec lambda, voire un peu beauf, un peu, voire même un peu attiré par une nana un peu trop jeune. Vraiment le mec, comment dire, voire médiocre, voire basique, quoi. Et finalement, c'est lui qui vient pointer, qui vient révéler l'agressivité, en fait, qu'il y a derrière l'illusion de se croire débarrassé de la prédation. Vous voyez, comme un moment, donc, ils sont tous à table, il y a le chien qui vient prendre le bout de poulet de Eric Judor, et il dit « Oh, rends-moi mon poulet, toi !» Et là, à côté, il y a un babos qui lui dit « Je ne crois pas que c'est la bonne façon de réagir. » Puis tout le monde est dans le silence, tout le monde écoute. Oh, le grand gourou qui parle. Non, il s'est simplement servi. Et la façon dont il parle et dont il exprime ça, c'est hyper agressif en fait. Et là, pourquoi c'est intéressant? Justement, bah tiens, je parle du chien. Il y a ma chienne. Loupiote, 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 Loupiote. Attends, s'il te plaît. Oui, elle a des besoins. Je ne peux pas y répondre complètement tout le temps. Loupiote, va te mettre là-bas, s'il te plaît. S'il te plaît, Loupiote. C'est que le chien, dans la situation du film, vient... Il empiète sur le territoire de l'homme, puisqu'il lui prend sa nourriture. Le règne du vivant, il est régi par... Il y a de la prédation, encore l'histoire du loup, mais c'est de la régulation. Ça régule, ça harmonise. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de chevreuils à un moment donné, sinon les chevreuils ils vont trop coloniser un espace. Donc il y a le loup. Ça voilà, c'est un écosystème. Mais l'homme, lui, il est régi par des forces prédatrices qui vont vers la destruction. Ces forces involutives, ce que Bernard appelle les forces involutives. Elles vont nous conduire, ces forces involutives, à la destruction. Mais c'est au cours de cette... comment dire, finalité de destruction involutive que justement l'homme va pouvoir prendre conscience de cette prédation qu'il a en lui. Et les animaux, comme dans le cadre du film où il y a le chien qui vient manger dans l'assiette, c'est comme un effet miroir qui doit permettre à l'homme de intégrer lui-même sa propre part de prédation. Et, dans un second temps, de prendre conscience de la nature de cette prédation, parce que ce n'est pas la même prédation de nature que celle qui est dans la nature. Je le redis encore, c'est que la prédation dans la nature, ce n'est pas la même prédation qu'il y a dans l'homme. Parce que ce n'est pas les mêmes forces qui gouvernent. Et c'est là que la confusion, souvent, elle arrive. Et qu'il y a les malentendus, et qu'il y a aussi des idéaux qui ne sont pas justes. Comme l'exemple de Blanche Gardin dans le film. Du babos qui vient lui dire « Non, il a bien agi le chien en te piquant ta nourriture. » Ah, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Oui, du point de vue du chien, le chien il s'est servi complètement, il s'est servi, il n'a pas volé, il n'a pas pris. Un chien il ne vole pas. C'est l'homme qui vole. Parce que l'homme il a une conscience, il a l'émergence de la conscience qui va lui être individuelle, donc ça induit une responsabilité. L'animal il est régi par un inconscient collectif d'harmonisation, donc s'il mange c'est pour se nourrir. Mais quand on regarde les chiens, déjà, les chiens, ils ont un comportement qui est un peu plus bizarre parce que des fois, ils mangent plus que ce qu'ils ont besoin. Parce qu'ils sont rentrés en contact avec la conscience de l'homme. Donc, le fait même que les chiens évoluent au contact de l'homme, l'homme qui est un animal
étrange qui développe une conscience individuelle fait que les animaux au contact des hommes s'en viennent eux aussi à développer une conscience individuelle. Tout du moins à être au démarrage de l'émergence de cette conscience individuelle. C'est pour ça que les animaux domestiques sont dans une position très étrange, où à la fois ils se sont coupés du règne sauvage. En fait, c'est ça que j'aurais dû dire au début, j'aurais dû dire le règne sauvage plutôt que le règne du vivant. Ils se sont coupés du règne sauvage pour venir évoluer au contact de l'homme, dans le but, enfin ça c'est ma perception, hein, c'est une analyse, après voilà, dans le but justement de pouvoir eux aussi développer une conscience individuelle. Et la conscience de l'homme, c'est une conscience qui doit s'ajuster, qui est dans un travail d'ajustement. Et pour qu'il puisse s'ajuster, il doit prendre conscience de la prédation, pour pouvoir s'ajuster lui-même vis-à-vis de sa propre prédation. Et tant qu'un individu n'a pas pris conscience de sa prédation, il y est confronté dans sa vie. Par exemple, le cas de la perversion narcissique, une personne, souvent les personnes très sensibles et très sensibles, voire très gentilles, sont confrontées dans leur vie à de la perversion narcissique. La perversion narcissique, c'est la prédation, l'aspect reptilien de l'humain, qui est aussi en présent en lui. Hein. Et donc, le gentil, on va dire, la victime est confrontée à ça pour qu'elle puisse prendre conscience à l'extérieur, enfin, qu'elle puisse prendre conscience par le biais d'une manifestation extérieure de la réalité de la prédation. Parce que être prédaté ou prédaté, c'est de la prédation. Et le travail, c'est justement d'établir cet équilibrage. Pour l'annulation de la prédation, c'est pas dire la prédation n'existe pas, c'est pas ça. L'annulation de la prédation, c'est l'équilibrage, exactement comme dans la nature. L'équilibrage des forces, l'équilibrage des énergies. L'homme, il ne s'appartient pas à lui-même, il est piloté par ses forces. Moi, c'est pour ça que les discours écologistes qui visent à mettre toute la faute sur l'homme et la culpabilité sur l'homme ne me correspondent pas, rentrent en dissonance avec moi, parce que je ne veux pas excuser l'homme, mais l'homme ne s'appartient pas à lui-même, il est gouverné par des forces, et donc, en gros, c'est pas vraiment de sa faute s'il fait n'importe quoi. Même si à partir du moment où il a capté cette information qu'il ne s'appartient pas à lui-même, c'est de sa responsabilité de devenir maître de lui-même. Mais tant qu'il ne le sait pas, tant qu'il est totalement inconscient, c'est pas tout à fait de sa faute. Il y a des forces prédatrices qui sont logées dans notre inconscient et qui gouvernent nos actions, encore en ce moment. L'être pur conscient, individualisé dans sa conscience, moi j'y crois pas pour le moment. Et quand on prend l'exemple de Bernard de Montréal, c'était d'abord un messager, parce que lui, en tant que personne, je veux dire, il n'était pas... sa femme, elle en a vu toutes les couleurs. Il avait un caractère de cochon. Il avait un ego, mais de lion, lion ascendant lion, vous imaginez, lion ascendant lion, quoi. Feu, feu, feu. Mais moi, je vis pas avec un mec comme ça, hein. Où je lui dis, casse-toi, connard, il n'y a pas moyen, quoi. Le mec avec un caractère de cochon. Puis ça se ressent même dans la vibration aussi, dans la parole, hein. Il y en a certains qui ne supportent pas sa parole. Donc, pour rejoindre la vidéo, je disais on est des apprentis. Ouais, on est des apprentis encore. On est des apprentis, donc on apprend à maîtriser les forces prédatrices qui passent au travers de nous. Le peuple des Dogons, pour ce que j'en sais, c'est un peuple d'une grande sagesse, mais quand vous observez les cérémonies, les rituels qui sont pratiqués, ils portent des masques, ils sont en contact, ils entrent en contact avec les forces qui leur ont transmis ces savoirs. Donc ce ne sont pas des hommes qui ont développé une conscience individuelle, ils sont redevables de force. Donc, il y a une prédation astrale. Et quand on voit les peuples
qu'on dit primitifs, régis par ces forces, comme les Indiens d'Amérique, ils ont été exterminés par les Occidentaux. C'était en fait une guerre des dieux. C'était une guerre des forces. C'est comme dans la série qui s'appelle American Gods, qui est super intéressante pour ça justement. Il y a toujours dans l'ère involutive, il y a eu des forces qui ont remplacé d'autres forces, des dieux qui ont remplacé d'autres dieux, une guerre des dieux au sein des hommes. Et moi, pendant longtemps, j'étais là, waouh, les Dogons, c'est un peuple qui a été... c'est un peuple qui avait tout compris. Ouais, ils avaient peut-être trouvé une place plus harmonieuse au sein de l'écosystème et du règne du vivant. Mais ils n'avaient pas de conscience individuelle. Mais ils étaient redevables des forces qui leur transmettaient ces enseignements. Comme les hommes sur l'île de Pâques avec les grosses statues, c'est la même chose. C'est des cultes voués à des dieux. Donc c'est des hommes esclaves, dépendants, prédatés par des forces. Et qui dit prédatés par des forces, dit gouvernés par des dieux, dit destruction, remplacement. Parce que ces dieux, ces forces qui gouvernent les peuples, se font la guerre, se font une guerre pour la suprématie. En fait, il y a comme dans les mythologies, il y a une guerre invisible, une guerre des dieux, en permanence. À partir du moment où l'homme ne s'appartient pas à lui-même et il est dépendant de Dieu, ben en fait il est dans la guerre. Et quand je dis Dieu, ça peut être des dieux matérialistes. Hein. Le culte du matérialisme, comme dans la chanson de Madonna, Material Girl, c'est un dieu derrière. Alors quand je dis Dieu, c'est une image. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des vrais dieux qui existent. C'est plutôt des égrégores, c'est plutôt des inconscients collectifs. La psychanalyse appelle ça l'inconscient collectif. En fait, chaque approche a son propre vocabulaire. Le plus important, c'est pas de savoir, attends, est-ce qu'il y a des dieux quelque part? On s'en fout de ça. Ah ouais, alors après, tu peux partir dans une sortie de corps, en astral, et puis tu vas voir qu'il y a vraiment des dieux, ou en hypnose, tu vas voir qu'il y a vraiment des dieux. Mais c'est ton esprit qui crée ça, qui te crée des systèmes de représentation pour que tu puisses donner un sens à la vie, pour que tu puisses le décrypter, mais ça a juste pour objectif de t'amener plus de conscience et de discernement, de savoir si ces dieux-là existent ou pas. Moi, je m'en tape complètement. Ce qui m'importe, c'est pas de savoir qu'il y a des dieux qui gouvernent. Ce qui m'importe, c'est de pouvoir être gouverné par ma propre conscience, ma propre lumière. Et aller vers une indépendance, et non une dépendance vis-à-vis de forces extérieures à moi, quoi. Quand je dis que rien n'est gratuit dans ce monde, vous savez, j'avais vu une fois un documentaire, ça s'appelait Les guérisseurs de l'invisible, ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'était des guérisseurs, en fait, qui guérissaient à tour de bras, qui guérissaient en masse. Donc, par exemple, il y avait un mec, c'était en Amérique du Sud, donc il y avait à peu près 1000 personnes dans le gymnase. Et puis lui, avec ses mains, vous êtes guéri. Je la fais court, hein. Et ce mec-là, en fait, il demandait jamais d'argent à personne. C'était gratuit. Et en fait, il était financé, il recevait des dons. Sa structure était abreuvée de dons, quoi. Mais c'était pas quelqu'un qui était, si vous voulez, qui allait rouler en Mercedes ou, comme par exemple, pouvait le faire au show. Je raconte juste cette histoire parce que au show, comme dirait Bernard, c'est une personne peu recommandable. Clairement, c'était une personne peu recommandable. C'était quelqu'un de dangereux. Mais il a quand même fait des actions quand même
vachement marrante. Parce que vous savez, en Inde, il a pété du conditionnement, quand même, il faut le reconnaître. En Inde, il y a vraiment un conditionnement sur la pauvreté, c'est-à-dire pour être pur, pour être spirituel, pour s'élever, il faut être pauvre. Genre, plus t'es pauvre, plus t'es dans la misère, plus t'en galères de tout dans la matière, tu vis par terre dans ton caca, plus t'as des chances de t'élever. Ça, c'est dans la programmation, dans la culture, on va dire. Un peu comme chez les chrétiens. J'en avais vu quand on faisait le pèlerinage de Compostelle, il y en avait, ils marchaient en plein cagnard avec des soutanes en toile de jute, là, comme ça, sans eau, sans bouffe, ils marchaient comme des malades pour se purifier, quoi. Puis à la fin du pèlerinage, ils allaient se taper des restos parce qu'en fait, ils n'en pouvaient plus et ils se tapaient une semaine au Club Med pour compenser la souffrance qui s'était infligée. C'est débile. Toutes ces formes de sacrifice, là, enfin, n'amènent que de l'amplification de la blessure de la culpabilité. C'est pas une démarche qui est saine. S'infliger cette souffrance, c'est pas une démarche qui est saine. Bon, mais pour autant, il ne faut pas non plus rentrer dans un discours de totale décomplexion par rapport à l'argent et de profit et d'abus, clairement. Il faut que l'argent soit utilisé dans une démarche créative et dans une démarche qui vient bénéficier aux autres et aux vivants, dans une démarche d'abondance. Pour moi, ça c'est important. Si vous rentrez dans le service à soi, dans le pur profit, c'est-à-dire, ok, il n'y a pas de complexe à avoir avec l'argent, il faut arrêter de s'autoflageller, mais en même temps, je me fais plein de thunes et j'en profite et tout. Non, non, c'est dans une démarche d'abondance qui vient bénéficier et de redistribution de l'argent qui vient bénéficier aux autres. Sinon bah, c'est pas intelligent, tout simplement. Si c'est pas au service de la vie après et d'évolution, c'est que c'est pas intelligent. Bon, bref. Donc en Inde, ouais, les mecs qui sont vraiment autoflagellation. Et alors, ils allaient assister alors je sais pas si on dit conférence, mais au truc de Osho, là. Ils se mettaient devant les gens, devant les fidèles, puis ils parlaient, quoi. Ils y allaient, ils marchaient au soleil, comme ça, en plein cagnard, à pieds nus et tout. Et lui, il arrivait sur la piste, avec sa grosse Merco flambant neuve, là, comme ça, il faisait un gros nuage de fumée, et il faisait tousser tout le monde, et il arrivait à son truc, comme ça. Et il est venu péter de la forme, en fait, par rapport à ce conditionnement. C'était de la provocation, c'est de la pure provocation. Bon, après, derrière, lui, il y avait un peu des abus, quoi. Le mec, il y avait toute plein de nanas devant lui, il mettait ses mains, elle rentrait en transe, parce que derrière ça, il y avait des forces. Et pour en revenir à l'exemple des guérisseurs, là, qui travaillent gratuitement, ils guérissent à tour de bras, ils sont financés, derrière, il y a des forces. Derrière, il y a du haut astral. Si vous voulez, le bas astral, c'est ce qui vient, si vous voulez, les forces destructrices, mais vraiment, genre, voilà, t'es sous l'emprise de l'alcool, des drogues et tout, t'as des forces du bas astral. Et le haut astral, c'est tout ce qui a trait à la guérison. Donc, c'est la lumière blanche, si vous voulez, c'est la magie blanche. Et comme dirait Bernard, là où c'est vachement plus délicat, c'est que c'est comme les sectes qui font vraiment de la magie noire, genre les trucs, bon, je vais pas citer des sectes, mais où en gros les gens ils vont se suicider, quoi, des trucs comme ça. Bon, bah là c'est carrément des forces du bas astral. Mais le haut astral, c'est bénéfique. Donc c'est de la magie blanche, c'est genre vous faites des choses qui sont positives pour les autres, c'est vraiment dans l'entraide, dans l'abondance et tout, mais ça reste des sectes. Ça veut dire que ça permet pas en fait aux individus qui sont dans ce secte de se développer une conscience individuelle. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, les individus, ils sont aspirés, mais sans s'en rendre compte, par une sorte d'égrégore, une force qui vient les contrôler. Et ça se voit dans les yeux. En général, quand tu es sous l'influence d'une force comme ça, d'une force du haut astral, bah, t'as les yeux comme ça, genre, comme dans le sketch des inconnus, là, Skippy et les adeptes. C'est genre, t'as les yeux, c'est beau, c'est merveilleux, amour et lumière, c'est ça. Gratitude, mes frères, gratitude. Ouais, gratitude de quoi, là? Ces trucs de gratitude, là. Hop, mais tes gratitudes vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des forces. Merci, mes forces du haut astral. Merci, mes geôliers de magie blanche. On devrait dire plutôt dans le monde invisible, rien n'est gratuit.
C'est qu'en fait, tu portes allégeance à une entité invisible, en fait, à un truc qui te contrôle, mais tu t'appartiens pas toi-même. C'est pas ta propre lumière. C'est une lumière qui est extérieure. Tu verras. Comme le lapin avec les phares de la voiture. Ah, ah, waouh, 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 waouh. Donc, quand je dis la démarche de transparence, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, la personne qui propose les services. Parce que, ouais, il y en a qui sont gratuits, mais il y a peut-être quelque chose derrière aussi qui vient en échange prédater la lumière. Parce que les forces invisibles, en fait, du haut astral, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire? Oh putain, mais c'est carrément ça. Elles cherchent à prédater la lumière. Elles se nourrissent de la lumière. Parce que nous, les hommes, les humains, en fait, on est... Ça, ce qui a été brûlé dans les passages du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, je ne sais plus, les passages qui ont été cramés ou qui sont gardés scellés dans les bibliothèques du Vatican, c'est ça, hein. C'est que l'homme, il a en lui un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir de création. Et ce pouvoir, c'est issu de sa propre lumière. Et l'homme, il se fait prédater sa propre lumière. Donc, dans tout ce qui a trait avec les soins, les thérapies, les machins, c'est que souvent, derrière, il y a des forces qui viennent se nourrir de ta lumière, qui veulent prendre ta lumière, pour retarder, en fait, ça c'est Bernard, il parle que de ça, pour retarder ton processus d'individualisation et de conscientisation individuelle. Le processus de conscientisation individuelle, c'est qu'en fait, tu intègres ta propre lumière. Tu incarnes ta lumière, quoi. Petite parenthèse hein, sur la manipulation et tout. Parce que, en fait, dans l'absolu, on est toujours manipulé. Même Bernard, il manipulait. Parce que il avait un magnétisme très très important. Et bah, quand tu as un magnétisme important et que tu t'adresses à des personnes qui n'ont pas de centre de gravité, forcément, tu les manipules. Donc, dans l'absolu, tout le monde se fait manipuler. Hein. Manipulez-nous mieux. Tout le monde est manipulé par tout le monde dans l'absolu. Et je vais vous dire un truc qui va même vous faire rigoler, c'est que ce chaton, eh ben, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire, vous savez quoi? Ce chaton, il me manipule. Parce que regardez comme il est mignon. Regardez comme il est mignon. Vous avez écouté la conférence de Idriss Aberkan sur la technologie mignonne, tout ce qui est mignon. C'est la pointe, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui te manipule le plus, c'est ce qui est mignon. Regardez-le endormi comme un petit bébé, mais il est trop mignon. Et j'arrête pas de lui dire qu'il est mignon et je lui fais des câlinous. Je suis trop sympa avec lui. Mais vous savez quoi? Il me fait la misère, ce chat. Il m'a déglingué mon canapé. Regardez, canapé tout neuf, déglingué. Et mon truc là, mon socle, bon j'avoue, ok, d'accord, c'est inutile, ouais, ça sert à rien, c'est une œuvre d'art, c'est bon, voilà. Mais il me l'a déglingué là, le tissu que je m'étais fait super chier à mettre. Là, regardez mon truc là, on s'en fout, c'est que du matériel, mais c'est tout déglingué. Là, mes super paniers que mon père il m'a donné. Il m'a dit tu fais attention et tout. Il me les a déglingués. Celui-là aussi, il m'a tout déglingué. Il rentre, il monte sur l'étagère. Regardez là, il monte sur l'étagère. Hein. Il s'en fout. Hein. Salut Michel. Il y va, puis il bouffe. S'il y a des trucs à bouffer, il les bouffe. Là, regarde, le bout de saucisson. Hier, je l'ai chopé en train de choper. Qu'est-ce qu'il m'a fait là avec mes pâtes d'hier, mes crêpes? Mes crêpes, elles sont bouffées, mes crêpes. Il me les a bouffées. Hein? Toi, tu n'oserais pas, Loupiote. Toi, tu sais. Elle a du respect. Du respect, c'est une notion humaine. C'est complètement humain, tout ça. Et moi, Et lui, c'est pas un manque de respect. C'est une projection. Mais on n'en sait rien, après tout. Si ça se trouve, il y a une entité dans le chat et en fait, il me manipule depuis le début. Hein. On n'en sait rien. Non, mais tout ça, je rigole parce que... En fait, c'est le message que je veux faire passer, c'est genre, il faut dédramatiser. Il faut dédramatiser par rapport aussi avec la manipulation. Et toujours bien être à l'écoute de soi et se poser toujours la question, est-ce que telle chose m'apporte? Est-ce que telle relation m'apporte? Est-ce qu'elle m'est bénéfique? Est-ce qu'elle me permet de me sentir mieux dans ma peau? Est-ce qu'elle me permet de mieux me développer, de mieux me structurer, de mieux me construire? Moi, je dis que ce chat, il m'aide à me construire. Il m'aide à me développer.
Et même là, mon canapé, il est tout plein de poils de chien. Mais ça m'aide à me développer parce que cet animal, il me permet de reprendre conscience reprendre contact, pardon, avec le règne sensible. Lui, il passe pas par les mots. Il passe par la vibration. Il passe par l'onde vibratoire. C'est hyper vibratoire, un chat. C'est que ça. Et la chienne, par contre, elle... Alors, oh, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que vous savez, il commence à parler, ce chat. Et mon chien aussi commence à parler. Vous voyez, c'est un travail de collaboration, quoi. Quand on dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, et je dis merci François de Cannes dans les Alpes-Maritimes, tu voulais pas de dédicace mais je t'en fais quand même une, la meilleure façon de savoir si vous êtes envoûté par un gourou ou une secte ou je sais pas quoi, c'est que posez-vous la question de savoir si est-ce que vous êtes est-ce que la personne ou le groupe vous permet de vous développer dans votre créativité. Est-ce que ça vous permet un développement de votre créativité, de votre individualité, de ce qui est spécifique et propre à vous? Est-ce que ça va dans ce sens-là? Si ça va dans le sens d'une hégémonie, c'est-à-dire d'une conformité à des modèles et des formes extérieures qui ne sont pas les vôtres, alors c'est que y a une emprise quelque part. Mais on reconnaît l'arbre à ses fruits, on reconnaît une parole à ce qu'elle crée. Et moi, par exemple, ce qui compte, c'est pas moi. Et moi, j'ai mes propres défauts, je veux dire, j'ai mes propres parts d'ombre, comme tout le monde. Mais ce qui compte, c'est ce que ma parole, elle crée. Et moi, ce qui m'importe, ce pourquoi je suis au service, c'est de ma parole, et de mon verbe, et de ce qui vient créer. Si ma parole, elle amène des impacts et des impulsions, des déclics, si elle est motivante, si elle permet aux individus d'oser. Oser, c'est la clé, c'est la base, parce que pour sortir de la masse, pour pouvoir s'affirmer dans son individualité, il faut pouvoir oser. Il faut pouvoir franchir cette grande peur, qui est juste un truc complètement suggéré en nous, hein, qui est un truc abstrait. Hein. Mais la peur que si jamais tu sors de la masse, tu vas te faire fusiller en fait. Donc tu préfères rester dans le groupe avec les moutons, avec le troupeau, plutôt que de t'exposer. Parce que qui dit exposition dit, première ligne, dit fusillade. Mais ça, c'est dans ta tête. Parce que quand tu rentres dans ton je suis, comme je disais, ton je suis, ta manifestation, ce que tu es, en fait, t'es invulnérable. Et moi, par exemple, j'arrive à déceler, enfin, c'est pas prétentieux, ça peut paraître prétentieux ce que je dis, clairement, mais plus ça va, plus j'arrive à déceler les personnes qui sont là pour vraiment œuvrer, pour travailler, pour œuvrer au développement d'évolution. Parce que pour aller, en fait, qu'est-ce qui va dans le sens du développement de l'évolution? C'est ce qui va dans le sens du développement de la conscience individuelle. Donc en gros, c'est ce qui aide les gens. C'est ce qui aide les gens individuellement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les gens individuellement? Il ne faut pas aller leur faire des soins magnétiques. C'est bon, je vous ai guéri, regardez. Parce que là, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? En fait, parce qu'il y en a qui ont ces pouvoirs de guérison, je vous assure. Ils mettent les mains, vous êtes guéri. Hein. Vous n'avez plus mal, ça existe. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a ça qui se passe? Non mais ne me paye pas, c'est gratuit, je t'ai guéri avec mes mains là. Ouais, donc la personne en face, elle est impressionnée. Oh, tu m'as guéri, oh merci, oh tu es dans le pur don, oh merci. Ouais, mais il y a quoi derrière? Il y a une entité du haut astral en fait. Donc après l'autre, elle se dit, oh là là, il m'a guéri. Oh, et c'est comme ça qu'elle est magnétisée. C'est comme ça qu'elle est envoûtée en fait. Vous voyez le truc? Plus ça va, plus j'arrive à reconnaître les personnes qui vont justement dans le processus de l'évolution. C'est que ce qui va dans le processus de l'évolution, c'est ce qui permet aux personnes qui écoutent celles qui parlent de pouvoir elles-mêmes se développer, de développer une conscience individuelle. Donc, je prends par exemple l'exemple de la chaîne Les Clés du Discernement. C'est une personne que j'ai écoutée longtemps à un moment donné parce qu'elle m'a permise
de me déniaiser de ouf. Donc, ça m'a permis de me déniaiser de ouf, donc ça m'a permis de casser des formes, de casser de l'hypnose, de casser de la fascination pour redescendre sur Terre. Et ça participe du processus d'évolution. Mais après, il n'y a pas à s'arrêter sur quoi que ce soit. Après, je suis passée, j'ai découvert le travail d'ISO. Et là, boum! Gros cassage. Gros cassage de forme, là. Boum! Après, j'ai découvert le travail de Sandra Vimont. Mais le travail de Sandra Vimont, je le découvre très 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 progressivement parce que comme c'est un travail comme c'est une parole qui est très mûre, où tout ce dont elle parle a été intégré, est issu de ses propres intégrations, donc de son savoir, je préfère pas trop en écouter parce que j'ai pas envie que ça aille trop vite pour moi non plus. Vous voyez ? C'est une personne qui attire à elle beaucoup de monde parce que y a des besoins qui sont de plus en plus importants aujourd'hui. Des besoins de comprendre, des besoins d'être éclairé. Tant que vous n'êtes pas dans votre lumière, en fait, tant que vous n'êtes pas complètement dans votre lumière, oui, vous avez besoin d'écouter à l'extérieur, d'avoir des éclairages ou des recalibrages. Et donc, forcément, vous avez besoin des services des uns et des autres. Et Sandra Vimont, elle vend des services à un prix qui est assez conséquent parce que elle doit pouvoir gérer la demande. Elle ne peut pas donner tout son temps et son énergie à aider. Sinon, elle-même, elle se fait bouffer. Parce que son savoir est issu de sa lumière. Donc, elle se fait bouffer sa lumière si elle n'établit pas un équilibre par le biais de la monétisation. Faut voir aussi que les Québécois sont déjà, n'ont pas les mêmes programmations et conditionnements par rapport à l'argent que les Français, parce que les Français, c'est vraiment le pire des conditionnements. C'est pas un hasard, c'est justement Bernard Arnault qui est le 4e homme le plus riche, virtuellement parlant, parce que tout ça c'est de l'argent, c'est plutôt de l'argent virtuel, parce que c'est l'argent des actions, des bourses, bref, des bourses, disait justement que toutes ces demeures en France, il y en a plusieurs, il les a planquées. Il se planque en France. Parce qu'en France, on ne montre pas sa richesse. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, il y a vraiment un égrégore comme ça pour moi, qui est lié à la religion et à la souillure. Donc, je ferai un parallèle dans ma prochaine vidéo sur le sexe et l'argent, parce que pour moi, c'est lié, hein, clairement. Et la souillure, elle vient justement de toutes les forces de culpabilisation, de culpabilité qui sont imprégnées dans notre relation, dans la relation même que nous avons avec l'argent et avec la sexualité. Et de pouvoir être en phase justement avec l'argent, de pouvoir vivre sa relation à l'argent de manière saine et équilibrée, permet justement de se débarrasser de ces parasites. Et c'est pareil avec la sexualité. La relation que l'individu a avec la sexualité doit être parfaitement saine. C'est-à-dire, il ne doit plus y avoir aucune forme de culpabilité ou aucune blessure, aucune crainte. La sexualité doit être vécue de la manière la plus épanouie qui soit. Et de croire aussi que on peut, c'est comme avec l'argent, hein, on peut s'en passer de la sexualité, de croire qu'on peut s'en passer, de croire que, comme j'ai pu le croire à un moment donné quand j'étais dans cet éveil
des énergies supramentales dans cette découverte. J'ai pu le croire que justement il s'agissait de s'en passer et d'aller vers de sublimer la sexualité par la parole ou par l'électricité de l'esprit. J'ai cru ça. Ben en fait, je me coupais de moi-même. Parce que, comme l'explique très bien Denis Jutras, j'aime beaucoup son travail parce que c'est un travail de construction. C'est-à-dire, ok, il y a Bernard Montréal, ok, il y a Daniel Kemp, ok, il y a Sandra Vimon, ok, il y a Iso, ok, bah, il y a Denis Jutras. Chacun de ces personnes apporte des éléments supplémentaires, comme s'il y avait un pulse ou un travail de construction collectif qui s'effectuait et qu'on avait besoin des informations des uns et des autres. Parce que la vérité, elle est nulle part, mais elle se construit pour qu'elle puisse émerger au sein de l'individu et que chaque individu puisse avoir accès ensuite à sa vérité, ou plutôt à son savoir inné. Donc à débloquer toutes les résistances qui le coupent encore de ce savoir inné. Et donc Denis Jutras, il parle justement il parle de l'intégration. Et il dit que moi c'est ce que j'appelle le principe électromagnétique. Donc la sexualité c'est ce qui est magnétique. C'est les forces d'en bas, les chakras premiers. Et l'esprit c'est l'électrique, c'est ce qu'il y a en haut. Mais pour que la réunification se fasse, il doit y avoir une intégration totale, autant des forces magnétiques que des forces électriques. Pardon. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai de la sexualité sacrée. Parce que la sexualité, c'est en fait la voie d'entrée et de sortie. C'est-à-dire que c'est par la sexualité que entrent les parasites et c'est par la sexualité que les parasites sont évacués. Et que l'intégration peut se faire entre tous les aspects de nous-mêmes, entre toutes les forces. L'élimination de tous les résidus mémoriels liés à la culpabilité. Ils sont tous enregistrés dans la sexualité. Donc si vous arrivez à une sexualité absolument épanouie, intégralement parlant, vous évacuez tous les résidus de forces prédatrices, destructrices. Mais bon, c'est complexe. Et comme dans tout, il faut pouvoir passer à un moment donné par une coupure vis-à-vis de ça, parce que, en fait, au travers de la sexualité et surtout des forces magnétiques, nous avons été en fait contrôlés, nous avons été magnétisés, c'est-à-dire le principe du coup de foudre, c'est une magnétisation astrale, c'est-à-dire que tu es attiré par quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que toi, il faut que tu ailles vers cette personne, il faut que tu aies de la sexualité avec cette personne parce qu'il y a des forces qui sont là et toi tu t'appartiens pas toi-même, tu n'as pas de centre de gravité et tu es contrôlé, tu es manipulé. Donc, ouais, dans un premier temps, c'est important de pouvoir se décoller de ça. Mais après, il faut pouvoir maîtriser ses forces, redevenir maître de ses forces. Maîtriser le dragon. Et ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo parce que c'est ce qui m'habite en ce moment. C'est l'archétype du dragon. Et depuis que j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas de vérité, qu'on ne pouvait rien comprendre en soi, parce qu'on ne peut pas dire bah, c'est comme si, c'est comme ça, on ne saura jamais rien sur rien. Bah, je me suis autorisée l'imagination. Je me suis débloqué l'imaginaire. Et il y a des figures qui sont arrivées, la figure du dragon de feu. Donc je vais emmener ma parole dans un univers fantastique. Parce que c'est permis aussi, tout est permis. Tout est permis dans ce jeu, dans ce game. Du moment que c'est constructif, du moment que c'est intelligent, et du moment que ça bénéficie à l'émancipation de la conscience individuelle, eh bien oui, c'est permis. On a le droit d'être créatif avec tout. Avec l'argent aussi et avec la sexualité aussi. Oui, on a le droit. Il n'y a rien qui est interdit. Il n'y a rien qui est interdit. Du moment que c'est intelligent, constructif.
et que c'est dans le respect des énergies. Le respect des énergies. L'élimination de la prédation, ça passe par un équilibrage. La relation à l'autre doit être équilibrée, doit être dans le respect des énergies. Quand vous fournissez un service, vous proposez un service, vous donnez de votre temps et de votre énergie, vous devez être payé pour que l'équilibrage se fasse. Dans la sexualité, l'équilibrage doit être effectué au niveau des énergies. Le partenaire ne doit pas vous prendre plus que ce que vous lui donnez. Et c'est justement la sexualité qui est un processus de maîtrise des forces prédatrices de l'un et de l'autre des partenaires. Et quand vous arrivez à la maîtrise, parce que la sexualité, je ne parle pas forcément du fait de la pénétration de l'acte sexuel complet, mais je parle même simplement le fait d'entrer dans la danse des énergies par l'attraction. Il y a forcément la prédation, c'est-à-dire ce dragon qui va venir émerger des deux côtés des personnes, et le dragon de l'un et de l'autre va à un moment donné vouloir prendre l'énergie de l'autre. Et quand la sexualité en fait consciente, c'est que chacune des deux personnes va justement utiliser l'émergence du dragon pour pouvoir, par le biais de la sexualité, maîtriser son propre dragon. C'est-à-dire le maîtriser au moment où il va tenter de vouloir prendre, c'est « non, je le maîtrise, non, tu ne prends pas ». Ça reste une danse. Ça reste une danse. Dans l'absolu, en fait, les échanges entre les hommes, entre les hommes et entre les éléments du vivant, ça devrait être une danse. C'est pas encore une danse, ça deviendra une danse parce qu'on s'en va vers un monde vibratoire. Dans un monde vibratoire, c'est une danse. Mais là, à l'heure actuelle, il y a encore de la prédation. Il y en a encore qui bouffent. Ou on se fait encore bouffer des fois, sans faire exprès. Donc, pour moi, c'est important de respecter, si vous voulez, l'agenda de la conscience. Parce que de croire, comme certains spirituels, que dire « c'est bon maintenant, nous sommes débarrassés de la prédation, moi je me nourris purement de lumière ». Moi, je nourris de prana, parce que vous savez qu'il y en a qui se nourrissent de prana. C'est réel, hein. Mais le problème, c'est que pour que ces personnes puissent se nourrir de prana, il faut quand même qu'elles soient coupées des autres. Parce que si elles sont trop en contact longtemps avec des personnes qui vibrent, parce qu'en fait, quand vous vous nourrissez de prana, vous avez un taux vibratoire qui va s'élever de manière conséquente, ou bien qui va s'abaisser de manière encore plus conséquente parce que vous êtes déséquilibré. Pour moi, le vivre de prana, c'est pas pour aujourd'hui. Il y a plus, parce que en fait, les personnes qui vivent de prana, elles sont obligées d'être coupées du monde parce que sinon, les énergies prédatrices de ceux qui se nourrissent, parce que quand vous vous nourrissez, même si vous mangez des carottes, hein, que des carottes ou que des poireaux, je sais pas, vous êtes un prédateur. Donc en fait, si vous voulez, dans votre champ informationnel, il y a l'information prédation, parce que vous vous nourrissez de matière dense. Donc, une personne qui se nourrit de prana, qui a changé en fait, comment dire, son code génétique, et qui va être en contact longtemps avec des personnes qui vibrent sur la prédation, elle-même, elle va se faire prédater, donc il faudra qu'elle mette des barrières. Donc il faudra qu'elle s'isole, qu'elle se coupe du monde. C'est pour ça que, moi, j'ai pas envie d'être coupée du monde, donc je préfère continuer à me nourrir. Et puis, j'assume aussi le fait que j'aime ça, manger. J'aime manger. J'ai pas envie de me nourrir de prana. Voilà, c'est tout. Je suis une terrienne et je suis... parce que dans ma programmation astrale, j'ai été programmée comme ça. Je suis très proche de la terre et de la matière. Donc, si je la rejette et si je dis non, je veux m'en passer et tout, je vais me rejeter en fait. Je vais me fracturer. Alors que si je me dis, ok, j'aime la matière, je l'embrasse, je l'intègre, je l'aime, j'aime la nourriture, j'aime manger, en fait, je
je m'élève. Voyez? L'élévation, ça passe par l'intégration et non par le rejet. Bon, allez.